Donc, je disais, on est ravis de vous avoir ce matin pour évoquer cet enjeu et ce sujet vaste et passionnant des imaginaires. Moi, je m'étais noté une petite phrase que je trouvais assez inspirante, que j'ai lue dans un livre de Jean-Christophe Cavalin, et qui dit « Il faut beaucoup de gens pour transformer le monde. Il faut beaucoup de récits pour en changer le sens ou la présence en nous. » Voilà, je me suis dit que ça pourrait peut-être nous accompagner pendant l'heure qui suit. Je vais peut-être dire un mot très rapide, mais j'aurais préféré que vous vous présentiez vous-même, comme ça c'est toujours aussi plus riche de voir comment chacun souhaite se présenter. Donc Magali, je te donne le micro. Allez. Alors, on va voir si le micro est plus sage que tout à l'heure. Donc, je m'appelle Magali Payen. Moi, ce que je fais au quotidien, la raison pour laquelle je me lève, c'est que je tente d'accompagner la métamorphose du monde via les imaginaires et l'activisme. Je le fais de deux manières différentes, via une société que j'ai créée qui s'appelle Imagine 2050, qui fait de la production vidéo à impact et aussi du conseil et de la formation pour les leaders culturels, pour les accompagner à prendre conscience des grands enjeux et à transformer leurs récits. Et la deuxième manière, c'est via le mouvement de mobilisation citoyenne On est prêt, que j'ai lancé en 2018, qui a mobilisé notamment autour de l'affaire du siècle, ce procès contre l'État pour inaction climatique, pour la Convention citoyenne pour le climat aussi, etc. Et donc je m'appuie beaucoup sur la théorie du donut dans tout ce que je fais. Donc théorie du donut qui prend en compte aussi bien les frontières planétaires que le plancher social nécessaire pour vivre dignement. Donc j'essaie vraiment de m'appuyer sur une pensée systémique. Et pour conclure, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui, puisque j'ai un grand amour pour les mots. J'ai un papa qui était libraire. Ma grand-mère s'appelle Madeleine Proust. Ça ne s'invente pas. Voilà. Et j'ai aussi étudié l'hypnose ericksonienne qui s'appuie énormément sur le langage, la programmation neurolinguistique. Et donc, je sais que les mots ont un pouvoir. Voilà. Ah oui. C'est un peu la classe d'accompagner la métamorphose du monde. J'aimerais bien en dire autant. Alors moi je m'appelle Hélène et j'étais plume en politique jusqu'à 2017, jusqu'au moment où mon ministre a perdu l'élection et donc j'ai perdu mon boulot. Et après ça je suis devenue scénariste. Voilà, donc ça fait 6 ou 7 ans que je travaille comme scénariste. Voilà, c'est plus court, j'aimerais bien avoir plein de réflexions comme toi sur l'aspect systémique du monde, mais je les garde pour plus tard. Peut-être juste, je pense qu'il y a pas mal de gens dans la salle qui sont curieux de savoir comment on passe de plume d'un Premier ministre à scénariste, qu'est-ce qui a nourri ce point de bascule, ce désir. Si tu peux nous en dire un peu plus. Alors, c'est assez anecdotique. Donc quand j'ai fini mon boulot de plume, je savais que je voulais pas refaire ça, parce que j'avais accompagné un homme politique pendant 2 ans et que ça avait été très intense en termes de temps passé, et que j'avais pas trop le courage de recommencer avec quelqu'un d'autre. J'avais vaguement dans l'idée aussi que j'avais jusqu'ici écrit les discours de quelqu'un d'autre et que je voulais écrire pour moi-même maintenant, ce qui est d'ailleurs toujours pas le cas, parce que quand on est scénariste, on écrit pour tout le monde sauf pour soi. mais du coup, j'étais en réflexion là-dessus et le mot scénariste a émergé. Je crois que j'ai répondu à Ingrid au téléphone parce que j'ai fait un déjeuner de famille où quelqu'un a demandé, il y a un enfant qui s'appelle Vincent qui est mon neveu, et quelqu'un a demandé à son père qu'est-ce que Vincent veut faire quand il sera grand, et le père a dit scénariste. Et j'étais là, génial. Et donc j'ai sans scrupule volé l'idée de Vincent. Et en fait c'était vraiment, moi je connaissais personne qui travaillait dans le milieu audiovisuel à ce moment-là, et je connaissais pas du tout ce métier, et je trouve que c'est difficile de vouloir faire quelque chose qu'on connaît pas vraiment, mais à partir du moment où j'avais posé un mot dessus, j'étais là, ok, en fait, il y a des gens dont c'est le métier d'écrire ces histoires-là, c'est hyper intéressant. Et pour l'anecdote aussi, deuxième anecdote, quand j'étais prof à un moment, donc j'ai commencé ma vie professionnelle en prof, et je regardais à ce moment-là à la Maison Blanche, West Wing, de la série de Aaron Sorkin, que j'adorais, et donc je me suis dit que je voulais être Toby Ziegler, qui est le nom de la plume dans West Wing, et après je me suis dit non, en fait je vais être Aaron Sorkin. Voilà, du coup je pense que j'étais contente d'avoir fait plume un moment, et c'est à ce moment-là c'est en tout cas en 2017 que je me suis dit bon, maintenant je tente autre chose. Voilà, d'où le métier de scénariste. Et toi Magali, je trouve ça toujours intéressant aussi de saisir ce moment où finalement, même si on a toujours eu un désir, on s'en rapproche. T'as pas toujours, enfin voilà, tu bossais pour TF1 si je ne m'abuse à un moment. Canal+, pardon. Je te laisse nous dire peut-être aussi à quel moment tu t'es dit.
Ouais, effectivement, moi j'ai commencé dans la production cinéma et très tôt je me suis dit que je voulais faire du cinéma à impact. Ça date de 2006, hein. Et à l'époque c'était beaucoup plus vaste que l'écologie. Et en fait c'est en voyant un documentaire qui s'appelle La 11e heure, produit par Leonardo DiCaprio sur la mort des océans, que j'ai eu mes premiers frissons d'éco-anxiété et que je me suis interrogée sur ma juste place dans le monde, sur ce que je voulais faire. Et ça, c'est venu me tarauder pendant des années. Après avoir vu ce documentaire en 2008, j'ai travaillé au Festival de Cannes, dans la production cinéma, chez Canal+ pendant 6 ans. Et au fur et à mesure où je voyais tomber les annonces scientifiques, je me questionnais de plus en plus sur ce que je pouvais faire. Donc j'essayais d'organiser des conférences chez Canal+, leur faire acheter les documentaires de Naomi Klein, Capitalisme versus climat, tout peut changer, ce genre de choses. Et quand Bolloré est arrivé, j'ai décidé de partir. Enfin voilà, c'était pas possible pour moi en termes de valeur de rester dans ce groupe. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à me former en hypnose et que j'ai eu du temps donc, pour poser ce que j'avais en tête depuis des années, à savoir un écosystème qui coordonne des artistes entre eux, mais aussi avec des sachants en amont qui viennent alimenter leur contenu et avec des faiseurs sur le terrain, activistes, ONG, entrepreneurs sociaux. Et au départ, j'ai essayé de faire porter ce projet par des hommes de 50 ans, bien établis. Et c'est justement après une séance d'hypnose que j'ai entendu ce que mes amis autour de moi me disaient depuis longtemps, mais pourquoi tu le fais pas toi-même ? Et donc là, cette séance d'hypnose, elle m'a fait basculer. J'ai trouvé un endroit en moi où je me suis sentie capable. Et donc, c'est comme ça que j'ai lancé On est prêt, Imagine 2050. Et du coup, il y a un lien assez direct. J'aurais aimé vous demander à toutes les deux, hein, la plupart des questions s'adressent à vous deux, comment justement le récit, le travail sur les imaginaires peut venir nourrir une forme d'action. Et c'est pas forcément le pendant obligatoire de cette question, mais je l'accompagne d'une autre question. Autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'un récit qui fonctionne ? Je sais pas si l'une ou l'autre veut commencer. Ouais, moi je fais un aller-retour permanent entre le récit, l'imaginaire et l'action. On parle beaucoup de nouveaux récits ces derniers temps et je trouve que c'est assez creux, ça devient presque galvaudé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi on parle quand on parle de nouveaux récits. Et donc avec Imagine 2050, je me suis dit, bon, il y a quand même nécessité de les incarner, de savoir à quoi ça ressemble, ces nouveaux récits, parce que pour savoir dans quelle direction agir et construire le monde dès aujourd'hui, en fait, on a besoin d'un projet de société qui donne envie. Donc c'est plus vaste que de la politique partisane. Enfin, je veux dire, je pense que tout le monde a besoin d'un sens dans sa vie. Et avec Imagine 2050, donc on a décidé de faire un travail qui a été soutenu par l'ADEME, qui a été de recenser 15 scénarios prospectifs issus de 10 rapports. Donc les 4 scénarios de l'ADEME, ceux du SHIFT, le plan de transformation de l'économie française, l'IPBES, donc l'équivalent de l'ADEME mais pour la biodiversité. Dites-moi hein, si j'utilise trop de sigles, arrêtez-moi et posez-moi des questions. Voilà. Et donc on a regardé les points de convergence et les points de divergence entre ces rapports scientifiques. Et la conclusion, ça a été celle que vous connaissez certainement déjà, qu'il y a 3 grands récits en fait aujourd'hui qui émergent. Il y a celui du business as usual, c'est-à-dire on continue comme après la Seconde Guerre mondiale. Il y a celui de la technologie va nous sauver, qui est le récit qui est en train de supplanter le business as usual. Et le 3e, c'est celui de la sobriété. Je n'aime pas ce mot. Et donc, sans surprise, les 2 premiers récits nous emmènent dans le mur. Et le seul qui fait consensus parmi tous les scientifiques, c'est celui de la sobriété. Donc aujourd'hui, comme Michelangelo disait, la créativité naît de la contrainte. L'enjeu, c'est vraiment de construire un projet de société qui soit respectueux en fait de ce récit de sobriété, autrement dit de ce récit qui respecte l'ensemble des limites planétaires. Donc l'ensemble des limites planétaires, c'est aussi bien le climat, mais c'est la biodiversité, c'est la pollution chimique, c'est le cycle de l'eau, etc. C'est en fait comment on arrête cette société basée sur le consumérisme et comment on invente et on invite une société basée sur d'autres valeurs et sur d'autres critères, c'est-à-dire d'autres valeurs, c'est-à-dire
passer d'une société de biens à une société de liens, passer d'une société de l'avoir et du paraître à une société de l'être, et comment on réinterroge en fait ce qu'est une vie réussie. Sur son lit de mort, est-ce qu'on se dira ah bah, j'ai réussi ma vie parce que j'ai contribué au PIB, ou est-ce qu'on se dira bah, finalement j'ai réussi ma vie parce que j'ai passé du temps avec les gens que j'aime, j'ai appris à me connaître, à me déployer en tant qu'être, et puis bah, j'ai passé du temps dans la nature et ça m'a apporté énormément de bonheur. Enfin, je pense que c'est vraiment tout ça qu'il est nécessaire de réinterroger aujourd'hui, et surtout de mettre en image. Et aujourd'hui, je crois que c'est une question que tu vas poser tout à l'heure, mais il y a un vrai déficit dans l'imaginaire collectif à montrer cette écologie joyeuse et cette écologie qui soit un art de vivre. Voilà. Oui, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'il y a d'un côté les récits factuels qui sont ceux que tu décris sur les 3 scénarios possibles. Donc ça, c'est les faits de la vie. Et après, il y a la question de comment est-ce qu'on traduit ces récits factuels en récits fictionnels. Et c'est là que je trouve ça très difficile parce que alors aujourd'hui il y a énormément de gens qui veulent faire justement des récits sur l'écologie en disant cherchons un angle là-dessus, autant dans les dessins animés pour les enfants que dans les séries pour les adultes. Et en fait, c'est très difficile de pas faire ça sans que ce soit, sans que ça ait l'air, en tout cas, moralisateur et gros sabot. C'est-à-dire, bon, je vois à 1000 km où ils veulent en venir avec ces enfants qui, je sais pas quoi, qui veulent monter sur un volcan, mais en fait, il y a plus de verdure et ils se disent, mais là encore, enfin voilà, bon bref. Donc c'est difficile de le faire de manière trop frontale. Après, je pense que là où les récits fictionnels ont une responsabilité, c'est dans le changement des représentations. Mais ça se fait de manière extrêmement progressive. Et c'est un peu frustrant parce qu'on a envie que ça marche tout de suite, enfin que ça se fasse tout de suite et que les gens voient le truc et disent ah bah évidemment maintenant je vais prendre le pire exemple, fermer l'eau quand je me lave les dents. Mais par exemple là je regardais un dessin animé l'autre jour où il y a des enfants qui vont couper un sapin de Noël dans la forêt pour Noël et qui en replantent un à côté. J'étais là ok bien joué. Et donc c'était pas un récit sur l'écologie. C'était un récit sur Noël et sur les enfants qui préparent Noël, mais voilà. Et je trouve que c'est un peu notre travail de scénariste de glisser ces petites choses, que ce soit sur l'écologie ou sur autre chose, d'avoir, par exemple, dans 90% des scénarios que je reçois, c'est des infirmières femmes, des secrétaires femmes, etc. Donc moi, je mets à chaque fois des secrétaires hommes, des infirmiers hommes, des docteurs femmes, voilà. Donc c'est des petites choses. La difficulté étant aussi, comme je le disais à Ingrid, que quand on écrit un récit, on veut toucher juste sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc dès qu'on met des choses où il y a un groupe d'amis avec un arabe, un noir, un blanc, on se dit bon bah c'est Benetton, on n'y croit pas, ça n'existe pas dans la vraie vie. Mais en même temps, pour que ça existe dans la vraie vie, il faut bien le montrer. Il faut bien que ça existe dans des voilà. Et je trouve que la fiction a cette énorme part de responsabilité. De mettre ces petites clés subtiles sans être trop frontal et en se disant ça va changer dans les 50 prochaines années. Ce qui est à la fois un peu frustrant, mais en même temps c'est... Et après, donc ça c'est pour les récits dans la fiction. Après je crois beaucoup, mais ça c'est plus anecdotique, à la force des récits individuels et sur le partage d'expériences et sur les modèles par exemple, moi j'ai une copine qui prend plus du tout l'avion, donc je me dis ok voilà, donc ça me fait plus que de voir un film sur le sujet, je me dis bon bah voilà, en fait c'est possible, moi aussi je pourrais faire ça, voilà. Donc c'est pas très, c'est pas franc du collier quoi, c'est pas on va changer les choses dans les 5 prochaines années, mais je pense qu'il y a des petites choses comme ça qui permettent d'avancer. Ouais, je voulais juste rebondir sur ce que tu dis parce que je suis vraiment d'accord sur le fait que quand on parle de récit, c'est pas que dans les fictions. C'est-à-dire que chacun ici, ce qu'on dégage, c'est un récit en soi. Ce qu'on va faire comme action, ça va être une forme d'exemplarité dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Le choix des mots, ça va être un récit en soi. Enfin, moi, je crois énormément au travail sur la sémantique, revenir à l'étymologie, au poids vraiment des concepts qu'on va aller chercher. Et pour exemple, il y a les récits dans la fiction, mais il y a vraiment les récits qui s'écrivent au quotidien. Donc vous qui êtes plume, vous écrivez des discours de chefs d'entreprise, de politiques et autres, de films. Et chacune de vos prises de parole va être un récit et va avoir un impact. Donc c'est vraiment important d'en avoir conscience. Et pour exemple, nous on travaille
énormément aussi sur le récit médiatique, donc sur le récit qui s'écrit au fur et à mesure, soit dans les médias traditionnels, soit sur les réseaux sociaux. Et parmi les récits médiatiques dans lesquels on a pris part, je pense notamment au moment de, de l'émergence des Gilets jaunes, au moment où on a sorti l'affaire du siècle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc ce procès contre l'État pour inaction climatique, 2,3 millions de signatures. Le Premier ministre de l'époque est vraiment pas content. Il sort une lettre de 3 pages dans les médias où il dit le gouvernement fait ce qu'il peut, mais il y a 2 France qui s'opposent. Et quand le gouvernement essaye de faire passer des lois, on a les gilets jaunes dans la rue. Et nous, avec Cyril Dion et Mathilde Imer à l'époque, on s'est dit il y a quelque chose qui ne va pas en fait dans cette explication. On essaye de faire porter la responsabilité à une partie de la population qui ne dit pas ça, d'après nous. Donc on a travaillé pendant 3 mois à créer une convergence entre une partie de ce mouvement et une partie du mouvement écolo, où on a démontré en réalité que non, le mouvement des Gilets jaunes n'était pas écolo dans sa globalité, et que le problème principal, c'était un problème de social-écologie, c'est-à-dire de justice sociale, qu'il y avait un problème du fait qu'on demandait aux plus vulnérables de trinquer les premiers, alors qu'ils étaient en première ligne et ça faisait partie des moins responsables. Et donc, on a œuvré pour que ce mouvement de convergence émerge au mois de mars 2019. Donc là, on a opéré un rassemblement au moment de la marche du siècle où François Boulot, figure des Gilets jaunes, est venu marcher aux côtés des ONG de l'affaire du siècle. Cyril Dion est apparu dans la presse avec Priscilla Ludowski et c'est ce qu'ils expliquaient. Et les Gilets jaunes, une partie des Gilets jaunes nous a dit merci, en fait, vous avez compris quel était le problème. Et ce récit de justice sociale, de nécessité de renouveau démocratique qu'on a cherché à porter dans les médias, étrangement, il était très mal compris dans les médias de gauche intellectuels et auprès des communautés écolos. Donc ça, c'est un exemple de récit qu'on a essayé vraiment de porter, et c'est d'ailleurs cette convergence qui nous a permis de négocier avec Emmanuel Macron la Convention citoyenne pour le climat. Donc ça, c'est un autre récit, à savoir que on a démontré que la démocratie par tirage au sort, la démocratie délibérative, en fait, est un nouveau récit qui fonctionne, et qu'il est nécessaire d'aller vers là pour suppléer à la crise de démocratie représentative à laquelle on fait face aujourd'hui. Je pourrais continuer sur d'autres récits comme ça, notamment avec ce qui se passe en ce moment sur la montée de l'extrême droite, mais on va peut-être passer à tes questions d'après. Non, mais je vais rebondir, c'est intéressant, ça fait partie aussi de ce que tu évoquais dans notre conversation, c'est de se poser la question du vecteur aussi au-delà du récit, et c'est ce que tu viens d'évoquer. Tu me partageais aussi quelque chose que vous aviez fait dans le cadre de On est prêt, avec une initiative avec des influenceurs. Je sais pas si tu as quelques mots à dire là-dessus ou... Oui, ça c'est ce qu'on essaye de faire depuis 2018 avec On est prêt, en fait, c'est d'incarner cette écologie joyeuse dont je parlais. Et pour vous donner un exemple, la première campagne On est prêt qu'on a lancée en 2018, qui a préparé le terreau pour l'affaire du siècle, ça a été de réunir 130 influenceurs sur 1 mois de défis pour le climat. Et donc fin 2018, les influenceurs ont relevé et ont lancé à leur communauté un défi d'action pour le climat avec une action par jour. Premier jour, je nettoie ma boîte mail parce que Internet en 2018 c'était l'équivalent du 6e pays au monde en termes de gaz à effet de serre. Deuxième jour, j'adopte une gourde, j'arrête les bouteilles en plastique, et ainsi de suite de manière crescendo pendant 1 mois. En parallèle, les influenceurs avaient aussi un défi à tenir pour eux-mêmes pendant 1 mois, par exemple, j'arrête la viande. Donc en termes de récit, Nicolas Karabatic, grand champion de handball, a relevé ce défi de la viande, et en fait il en a parlé dans les médias avant qu'on ait le temps de le préparer, donc il y a eu un petit bad buzz de la part d'agriculteurs qui ont dit mais comment osez-vous Donc ça a été un récit important à tisser aussi, c'est-à-dire la juste place de la consommation de viande, pour que ce soit aussi socialement juste au sein de la population, le fait que ça n'entrave pas ses capacités de sportif. Et donc ça, il l'a expliqué, il était archi droit dans ses bottes, donc il y avait, ça déroulait vachement bien. Et lors de cette grande campagne, ce qui a super bien fonctionné, ça a été justement de le faire sous forme ludique, malgré la gravité du propos. Donc de trouver ce juste équilibre entre le fait de lancer l'alerte des scientifiques, de relayer leur alerte, d'être porte-voix de ces scientifiques qui crient dans le désert depuis 50 ans, et
de le faire porter par des personnes surprenantes. C'est-à-dire que c'est la première fois que la majorité de ces influenceurs prenaient la parole sur le climat. Et en fait, on n'a pas inventé un nouveau message. On a juste cherché à le mettre dans la parole de nouveaux porte-parole, des rôles modèles pour la jeunesse, qui ont réussi à rendre cool l'écologie, à la rendre sexy pour une grande partie de ces communautés-là, et d'essayer de parler d'écologie de manière joyeuse. Voilà. Tu veux pas rajouter un mot Non, juste, je trouve ça intéressant, en effet, cette notion de rendre l'écologie cool. Et je pense que c'est... Je travaille sur un projet actuellement sur les premières femmes qui ont monté une équipe de rugby dans les années 60, et c'était à l'époque illégal. Et donc elles le faisaient de manière totalement clandestine et tout. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ces femmes-là disent « Ah, mais on n'est pas féministes ». Donc maintenant, c'est des femmes qui ont... Elles disent « Ah non, mais... » Et c'est vraiment le côté bad buzz du mot féministe, quoi. Alors qu'elles sont très clairement dans leur action féministe. Et donc je trouve ça intéressant, en effet, de justement réhabiliter ces concepts-là d'écologie et de féminisme, et de trouver des vecteurs et des histoires pour montrer leur intérêt et montrer que c'est pas des mots dont il faut avoir peur, mais les rendre cool et sexy. J'aime bien cette idée. On va revenir à cette notion aussi de récit sur l'écologie avec une vision plus méta, mais j'aurais bien aimé qu'on plonge un peu plus dans la matière, parce que dans ce que vous décrivez toutes les deux, j'ai l'impression que l'écriture à plusieurs mains, elle est toujours présente d'une manière ou d'une autre. Je pense que voilà, ça vient aussi nourrir les imaginaires, en tout cas comment on écrit avec différents imaginaires. J'aurais bien aimé vous entendre chacune là-dessus. Je vais commencer là. Le scénario est un métier très collectif, et c'est d'ailleurs ce que j'aime bien dans le scénario par rapport à écrire un livre, j'admire beaucoup les gens qui font ça, parce qu'on est quand même seul face à beaucoup de pages. Alors que le scénario, il y a quand même toute la construction de l'histoire de la saison qui se fait de manière collective. Et je trouve ça très intéressant comme processus sur la construction d'un consensus au sein des scénaristes. Et après, on repart chacun chez nous pour écrire nos épisodes. Donc il y a quand même l'aspect écriture qui se fait seul, mais en tout cas, la construction de l'histoire se fait à plusieurs. Et je trouve ça intéressant, justement, du point de vue des imaginaires, parce que chacun apporte son imaginaire, sa sensibilité, ses causes qu'il défend, ses causes qui lui tiennent à cœur. Et si on réussit à bien faire les choses, ça construit un peu comme une symphonie où si, par exemple, il peut y avoir un message écologiste. Si moi, je n'y suis pas sensible, je ne l'entendrai pas forcément, mais cette fréquence est là. Et du coup, du coup, tout le monde travaille un peu sur sa propre fréquence, arrive à s'adresser à un public qui comprend et qui est sensible à cette fréquence-là. Et les bonnes séries, je pense qu'elles parlent comme ça sur plusieurs tableaux, à plusieurs types de personnes. Donc je trouve que l'écriture collective est très riche comme exercice. Oui, après, ce qu'on essaye de faire au maximum chez On est prêt, chez Imagine 2050, c'est justement de tisser des passerelles entre des mondes qui ne se parlent pas. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Et moi, je crois vraiment à la nécessité de transversalité pour faire face aux grands enjeux de société. Enfin voilà, moi, ma croyance profonde, c'est que si on ne change pas rapidement la manière dont on fait société, on va dans le mur. Donc il y a vraiment nécessité à changer de paradigme. Et pour ça, on a besoin de cross-fertilisation. Donc, ce qu'on essaye de faire lors de chacune de nos actions, c'est déjà de créer des espèces de coalitions inédites. Mais même en dehors des campagnes, c'est quelque chose qu'on essaye d'appliquer, par exemple à la sortie d'un roman ou d'une vidéo, ou même d'une prise de parole sur les réseaux sociaux. C'est justement d'aller interroger au maximum les experts sur le sujet, qui nous apportent leur regard complémentaire, et souvent on va interroger plein d'experts qui ont des regards différents sur la situation, et puis on va confronter leur point de vue pour essayer vraiment de comprendre l'essence de la problématique. Ça va venir alimenter un livre. Par exemple, on a fait une collection jeunesse avec Léna, ou la vidéo, on accompagne nous aussi on est plume quelque part, on accompagne des influenceurs sur la construction de leurs histoires. Et à la fin de ce produit culturel, à la fin de cette vidéo ou de ce livre ou autre, on va proposer des call to action très concrets pour agir sur le terrain et, si possible, en mesurer l'impact. Donc faire des collaborations avec des ONG et leur demander de nous remonter l'impact que ça a eu pour elles. Et
Et donc ça, je pense que c'est vraiment ultra précieux et que, enfin voilà, on a vocation toutes et tous à explorer cette curiosité nécessaire. Et pour donner un exemple de travail collectif, enfin même 2, on a accompagné pendant 2 ans les scénaristes de Plus belle la vie. Et ça, c'était une expérience assez rigolote, parce que c'est le producteur qui souhaitait cette collaboration, et le directeur d'écriture n'avait pas du tout envie. Du coup, la première rencontre a été assez rock'n'roll. Il s'est demandé, mais pourquoi je suis là, ça fait des années qu'on essaye de faire, ça n'a jamais marché, donc pourquoi cette énième rencontre? Et finalement, bon, j'ai commencé l'idée initiale, c'était d'essayer de leur faire parler de la Convention citoyenne pour le climat, ces nouveaux modes de démocratie et tout. Ça n'a pas du tout marché, complètement à côté. Et donc, pendant le rendez-vous, on s'est mis à improviser et puis à lui demander quelles étaient ses problématiques du moment. Et puis est venue comme ça sur la table cette idée de Julia Hill. Je ne sais pas si vous connaissez Julia Hill. En fait, c'est une Américaine qui a vécu dans un arbre pendant 2 ans pour éviter qu'on coupe la forêt. Balèze quand même. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça aujourd'hui. Enfin si, certains qu'on connaît récemment. Les écureuils. Et en fait, quand je lui ai parlé de cette anecdote-là, il s'est dit « Ah, mais c'est exactement l'histoire dont j'avais besoin pour faire switcher mes narratifs, c'est génial, on va commencer à explorer ça. » Et finalement, s'est mise en place une collaboration avec eux où on se parlait toutes les 2 semaines. Et il y a plusieurs modalités de collaboration qui sont nées, à savoir que d'une part, on le nourrissait avec énormément d'anecdotes, mais d'anecdotes vraies qu'on vivait dans notre écosystème activiste ou qu'on connaissait de la part des experts qu'on côtoyait, etc. Donc on nourrissait de ces anecdotes vécues. Et par ailleurs, on lisait aussi leurs scénarios pour traquer tout ce qui était comportement de personnage ou éléments de background dans le décor, etc., qui sont quelque part de la pédagogie clandestine et qui ont un impact fondamental sur les spectateurs. C'est-à-dire que, ça on l'apprend aussi en hypnose, les suggestions indirectes ont beaucoup plus d'impact que les suggestions directes. Parce que quand vous essayez d'asséner un message de manière très frontale, si l'inconscient n'a pas envie, il y a un énorme mur qui se dresse, donc c'est no way, vous allez rencontrer une résistance. Tandis que quand le message est transmis l'air de rien, parce que le personnage il fait du vélo, il va être 0 déchet, il va manger végétal, en fait ça passe easy. Voilà, donc ça c'est un exemple d'expérience collective. Et puis après un autre exemple, c'est toute la rédaction des vidéos de campagne. Ça c'est une prise de tête monumentale parce qu'on fait intervenir plein d'experts, plein d'ONG sur chaque virgule, mais in fine c'est ce qui fonctionne le mieux, quoi, parce que l'intelligence collective est au service d'eux et c'est comme ça qu'on arrive aux meilleurs résultats. Je pense notamment à la vidéo de l'affaire du siècle. Juliette Binoche nous avait dit « Ah non, moi je la fais pas cette vidéo si elle est pas plus radicale. » Donc elle a réécrit le truc et ça a cartonné. Merci. Hélène, je pense que tu ne mesures pas que tout le monde ne connaît pas bien le monde des scénaristes dans cette salle. Et moi, tu m'as un peu décrit la writer's room, si je fais pas d'erreur. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu, nous faire un peu palper l'atmosphère, comment ça se passe, comment vont fonctionner ensemble quand vous écrivez à plusieurs? Récemment, j'ai fait une consultation pour un projet avec un auteur qui est tout jeune scénariste, donc qui lui non plus ne savait pas comment ça se passait dans une writer's room. Et donc il n'y avait que nous, c'était une room juste à 2. Et c'était juste une demi-journée de consultation de 4 heures. Et il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 4 heures? Donc il y a en effet, après, en fait, c'est pas... À la fois, c'est très peu spectaculaire et à la fois, moi, je trouve ça très intéressant. C'est exactement ce que vous imaginez que c'est-à-dire qu'on est tous dans une pièce et on parle de l'histoire. Et donc voilà, donc en fonction de... là, par exemple, la série sur laquelle je travaille en ce moment, avec Canal+, malheureusement, on a eu des retours de l'exécutif de Canal+, qui sont hyper pertinents. Donc il y a eu 4 ou 5 problèmes qui ont émergé. Donc on se dit, bon, on les prend un par un, on essaie de trouver des solutions. Quand on achoppe sur un, on en tente un autre. Ce que je trouve intéressant, c'est que on a toujours le fantasme que ça va se passer de manière bien structurée, bien ordonnée, qu'on va prendre les problèmes les uns après les autres. En fait, ça se passe jamais comme ça, c'est vraiment comme dans une conversation. Donc on commence sur un sujet, on est là, oui, mais d'ailleurs ce point-là, il n'est pas totalement vissé encore, donc voilà, donc on fait plein de tangentes avant de revenir. Voilà, donc on parle de
on parle de l'histoire pendant des heures et des heures. Et on polit comme la mer polit le galet jusqu'à ce que ça ait l'air fluide et naturel. En tout cas, on essaye. Merci. Selon vous, qu'est-ce que les discours des politiques ou des entreprises peuvent apprendre justement de la fiction et de l'écriture de fiction, si tant est qu'il y ait des choses à apprendre? Eh ben, je dirais justement l'importance du récit, c'est-à-dire l'importance de ne pas arriver... En fait, à partir du moment où vous racontez une histoire, les gens écoutent. Et là, pour un autre projet sur lequel je travaille en ce moment, on avait commencé le dossier, donc c'est un dossier de présentation du projet, par aujourd'hui, il y a par des chiffres. Donc il y a 15 à 18 000 femmes mineures qui se prostituent, c'est une augmentation de 200% par rapport à 2015, etc. Et en fait, il y a un côté, bon, ça je vous l'apprends pas parce que vous êtes plume, vous le savez aussi bien que moi, mais il y a un côté très désincarné des chiffres. Donc on dit, ok, ça a l'air beaucoup, mais en fait, j'ai pas vraiment de... Alors que dès qu'on commence en disant, en mettant en scène des personnages qui sont en train de donc là, en l'occurrence, c'est un projet sur la brigade des mineurs. Donc c'est les policiers qui s'occupent de toutes les affaires d'inceste, de pédophilie, etc. Et on commence par mettre nos flics en scène dans un bar à striptease, où ils sont complètement ivres et ils montent sur scène pour danser avec les stripteaseurs, et ça dégénère et ils finissent par se faire sortir du bar à striptease. Et en fait, dès qu'on rentre par ce biais de pourquoi j'ai des flics dans un bar à striptease, je comprends pas ce qui se passe. Bah la tension est happée. Et je trouve que les discours politiques enfin les discours en général ont un peu ce problème que c'est très factuel et c'est très... En fait, il y a un moment... Enfin, moi je décroche très vite quand c'est trop factuel et quand c'est trop sur les idées, quand c'est un peu trop stratosphérique. Et je trouve qu'il y a vraiment se dire comment est-ce que je peux raconter comment je peux raconter une histoire plutôt que de faire un discours. Et les discours que je préférais pour ça quand je travaillais pour un homme politique, c'était les discours de décoration, les ordres nationaux du mérite et Légion d'honneur, justement parce qu'on raconte l'histoire de quelqu'un. Et dès qu'on commence le discours en disant juste en entrant, j'ai parlé Machine qui m'a raconté que blablabla, et donc elle, sa vie c'est ça, tout de suite on a envie de savoir la vie de Machine. Et je trouve que c'est bête, c'est pas grand chose, mais de rentrer par le biais d'une histoire et de fictionnaliser un peu le récit, ça permet toujours beaucoup plus efficacement de capter l'attention d'une audience que des faits ou des chiffres. Avant de travailler sur le récit, je pense que c'est quand même primordial de se former et de comprendre un minimum les enjeux. Donc tout à l'heure, je parlais des frontières planétaires. Je pense que faut pas viser le fait d'être expert. Enfin, je veux dire, même les experts en climat, ils comprennent pas la 6e extinction de masse. C'est tellement complexe et tellement... Même les experts du climat comprennent pas tout ce qui est en train de se passer en termes de dérèglement climatique, mais... malgré tout en comprendre l'essence et je pense que c'est quand même la base de savoir la gravité du dérèglement climatique, 6e extinction de masse, le fait qu'on a dépassé 6 frontières planétaires sur 9, etc., avant de le décliner dans les récits. Et ça se fera beaucoup plus naturellement que si on essaye de s'en emparer sans avoir compris l'essence du propos. J'ai été confrontée à beaucoup de personnalités qui m'ont dit moi je me sens pas du tout d'en parler parce que je suis pas légitime ou alors j'ai trop de paradoxes, mais dès le moment où vous êtes vivant, où vous êtes sur cette terre, vous êtes légitime, vous partagez cette responsabilité d'être vivant qui peut prendre soin de la planète, donc sentez-vous légitime. Et sur cette question du paradoxe, je veux dire, la perfection n'existe pas, en tout cas elle n'est pas de ce monde, donc n'attendez pas de vous sentir parfait, encore une fois, pour agir et pour prendre la parole. Vous serez jamais parfait dans vos actions, donc l'important, c'est de viser cet idéal asymptotique en sachant que vous n'y arriverez jamais. Voilà, donc vraiment, je pense que c'est important de faire exploser ces mythes, ces deux mythes de la perfection et de la légitimité, parce que c'est souvent un blocage sur le sujet. Voilà.
Il y a un sujet qui est sur les lèvres de beaucoup de gens en ce moment. On s'est posé la question de lui donner plus d'importance dans cette conférence. Et puis voilà, ça s'est pas fait pour plein de raisons. Mais je crois que c'était hier les 1 an de ChatGPT. Donc un bébé avec une croissance absolument exponentielle. C'est vrai que l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Ça a occupé aussi une place assez importante dans la grève des scénaristes à Hollywood. Voilà, je me demandais comment vous percevez ça. Est-ce que déjà dans votre quotidien ça s'impose ou la question se pose, et comment vous percevez ce recours possible à l'IA pour produire des récits? L'IA en l'état produit des récits qui ne sont pas très bien. Après, je pense que évidemment ça va évoluer très vite et que sûrement dans 6 mois il y aura les premiers, si c'est pas déjà fait d'ailleurs, les premiers livres écrits entièrement par l'IA. Après, j'ai tendance à penser, mais peut-être que je sous-estime le danger de l'IA pour les gens qui écrivent des histoires. Mais j'ai tendance à penser que les bonnes histoires sont les histoires qu'on n'a jamais entendues jusqu'ici. Et que l'IA, par définition, se reprend l'existant, même si il fait évoluer, etc., mais reprend l'existant. Et qu'à partir de là, il y aura quand même toujours une supériorité de l'humain dans cet art précis de raconter des histoires. Ouais, moi j'ai des jeunes dans l'équipe d'On est prêt, très jeunes, genre 18 ans, qui m'ont dit « Ah, ce serait super bien d'utiliser ChatGPT pour ça, pour ces images, pour des articles et tout. » J'ai dit « No way, nous boycottons ChatGPT. » J'ai jamais essayé personnellement. Paraît que c'est assez fascinant comme truc. Et moi, ça me fait très peur à plusieurs égards. Je connais pas très bien le sujet. J'ai un ami, là, Henri Poulain, qui travaille sur une série et qui fait une grosse enquête qui va bientôt sortir sur HBO. Mais moi, ça me fait peur en termes d'explosion de super-intelligence, en termes de désastre écologique. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de ça. C'est comme le métavers, enfin, quelle est l'utilité? Et puis, en termes de menaces de la démocratie, on voit que l'extrême droite fantasme beaucoup sur l'utilisation de l'IA, qu'il y a déjà eu des tentatives en Arabie Saoudite, etc. Donc, je trouve que l'enjeu aujourd'hui, c'est déjà de conserver le même niveau d'intelligence chez l'humain et le même niveau de créativité. Voilà. Merci. Et on l'a pas évoqué, mais on aura un vrai temps d'échange avec la salle. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter tout au long et vous pourrez les adresser à nos 2 intervenantes. J'aurais bien aimé revenir un peu à cette notion de comment on peut construire des récits aussi autour de l'écologie. Et peut-être aussi pas hésiter à donner des conseils un peu pratiques de comment on arrive à construire une bonne histoire. Je lisais une phrase que je trouvais assez intrigante qui disait « Les fictions d'aujourd'hui étouffent la sensation du monde sous l'agitation générique des retournements et des péripéties. » Et je trouve qu'il y a une partie de vrai, en tout cas moi ça m'a fait pas mal réfléchir. Voilà, je me demandais si vous aviez des choses à partager. Comment on arrive à construire des récits autour de l'écologie? T'en as parlé un peu, enfin vous en avez toutes les 2 parlé, mais est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez plus pertinentes que d'autres? Bah, moi, j'en ai déjà beaucoup parlé. C'est déjà, 1, se former. Ensuite, 2, exercer sa créativité dans le cadre de ses contraintes, entre guillemets. Sachant que l'enjeu, c'est vraiment de déconstruire nos mythes. Bah, les mythes, enfin voilà, vous connaissez Harari, l'argent est un mythe qui a bien réussi, l'économie, la politique, tout ça, ce sont des mythes. Et aujourd'hui, on marche sur la tête parce qu'on essaye d'adapter les lois de la nature à nos mythes existants. Alors que c'est l'inverse qu'il faudrait faire, c'est comprendre quelles sont les lois de la nature, qui elles sont immuables, et adapter nos mythes à ces lois de la nature. Et sur cette base-là, construire cette nouvelle société. Je veux dire, c'est méga excitant. C'est super excitant, enfin, je veux dire, d'avoir cette opportunité, cette connaissance qui nous permet d'élaborer un nouveau projet. Un nouveau projet qui nous permet de continuer tout simplement à habiter cette planète et potentiellement de vivre plus heureux. Enfin, qui ne veut pas souscrire à ça? Qui ne veut pas participer à cette grande aventure, sérieusement? Et après, comment avec Imagine 2050, il y a certainement des trucs à imaginer. Et là, il me vient qu'on est en train de produire un MOOC qui s'appelle
Donc Imagine 2050, qui sera destiné aux leaders culturels. Donc il y aura un tronc commun, et puis ensuite il y aura des verticales par métier, notamment pour la fiction. Et on a déjà sorti le trailer, on est en train là, de travailler sur l'écriture. Et ça, c'est un truc qu'on pourrait déployer auprès d'eux avec grand plaisir. Voilà. Si, on vous tiendra au courant. Oui, ce que tu disais sur comment on fait pour adapter nos récits à la nature et aux règles de la nature, on en a un peu parlé au téléphone, mais je trouve que Le règne animal est un film exceptionnel à cet égard, enfin d'ailleurs à beaucoup d'égards, donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, enfin, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs films qui a été fait ces dernières années. Et sans le spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a une scène que je trouve très saisissante, qui est un moment où donc il y a des... Je suis en train de réfléchir comment le dire sans le spoiler. En tout cas, il y a des gens qui vivent dans la forêt de manière très paisible. C'est vers la fin du film pour ceux qui l'ont vu. Et tout d'un coup, il y a les flics qui débarquent. Et donc, ils sont tous dans leur costume de CRS, tous masqués, machin. Et c'est une scène d'une extrême violence. Mais enfin, c'est pas violent dans le sens ils sont pas butés, quoi. Mais juste cette irruption, et c'est vraiment cette irruption soudaine de la violence dans un monde très paisible qui justement cherche à trouver sa place dans cette forêt et les uns avec les autres. Et je trouve que c'est un peu ça. Il y a très peu de films et de séries qui arrivent à le faire. C'est d'arriver à avoir un message qui est en résonance avec nos problématiques actuelles sans être gros sabot, justement, en étant extrêmement subtil parce que par ailleurs, c'est une histoire. C'est une histoire. C'est-à-dire que c'est une histoire. C'est pas juste, on va vous parler d'écologie et vous dire comment faire. C'est une très belle histoire par ailleurs. Et pour répondre à ta question, à la citation que tu disais sur on est étouffé sous les retournements et les péripéties, c'est hyper intéressant comme question dans l'écriture des séries. Parce que les séries, c'est, mettons, 8 fois 52 minutes, donc c'est... J'ai pas le calcul exactement, mais c'est 7 heures de contenu. Donc sur 7 heures de contenu, on a besoin d'avoir des retournements pour ne pas être trop linéaire. Et j'avais un directeur d'écriture à un moment assez tôt dans ma jeune carrière de scénariste qui m'avait dit, qui me disait ça c'est de la péripétie, avec beaucoup de dédain. Et en fait, c'est vrai, c'est-à-dire que le but le travail du bon scénariste, et je dis pas que toute la fiction française le fait, loin de là, mais le travail du bon scénariste, c'est d'inscrire ces péripéties dans un récit, justement. C'est-à-dire que ça raconte, et typiquement dans le règne animal, on pourrait se dire, bon, bah, il y a ce rebondissement ils sont dans la forêt, mais les flics arrivent. Bon, c'est un rebondissement, c'est une péripétie dans le sens fictionnel du terme, dramaturgique, il se passe quelque chose. Qui change un état pour nous amener un autre état de l'histoire, mais c'est pas gratuit, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la péripétie et le retournement ne doivent pas être gratuits, mais doivent s'inscrire dans le sens du propos. Et moi, je le fais beaucoup dans tous les projets dans lesquels je travaille, c'est de me dire quel est mon propos, qu'est-ce que j'ai envie de raconter avec cette histoire. Et ça, c'est vrai dans tous les projets d'écriture, quels qu'ils soient. Je trouve que c'est très important d'avoir en tête ce fil rouge, et notamment quand on écrit 8 fois 52 minutes, parce que c'est facile de se perdre dans les péripéties, justement, mais de se dire, bon, à quoi je m'accroche pour avancer petit à petit, sans qu'au bout d'un moment, en effet, il n'y ait que des péripéties pour des péripéties. Ça, c'est très Netflix France qui dit il faut qu'il se passe quelque chose dès la 10e minute, sinon les gens... Là, je vous raconte encore une anecdote. Il y a 1 an à peu près, on avait beaucoup parlé, il y a plus d'1 an maintenant, on avait beaucoup parlé d'une grande perte d'abonnés de Netflix, où tout le monde disait « Oh là là, Netflix, ça y est, c'est la fin du modèle, ils sont arrivés en haut et ils redescendent. » Je travaillais à ce moment-là pour Netflix France, qui était très flippé à cause de ça, et qui nous ont dit, donc vraiment à chaud, au moment où ils apprenaient ces chiffres aussi, on s'est demandé pourquoi est-ce que nos concurrents faisaient mieux que nous, pourquoi est-ce que HBO, voilà. Et le rêve de tous les scénaristes, c'est de travailler pour HBO, parce que HBO fait des séries de qualité, mais ils n'en font pas encore beaucoup en France. Et donc nous on était là, super, enfin quand elle nous a dit ça, on s'est dit super, Netflix va faire du HBO. Et on s'est dit, il faut vraiment faire énormément de péripéties. Il faut que les gens ne puissent pas se lever pour aller aux toilettes tellement il se passe de choses dans l'histoire. Et j'étais là, bon, on n'y est pas encore. Donc voilà, mais en tout cas c'est hyper intéressant parce qu'il y a vraiment
deux écoles, en tout cas dans l'écriture de fiction, de scénario, entre il faut qu'il se passe plein de choses, il faut que ça tabasse. Moi j'ai eu ce retour de Netflix France, encore une fois, sur rajouter des courses-poursuites, des voitures, on a des moyens, faut y aller, etc. Et les autres gens qui disent ok, on peut avoir tout ça, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, il y a des très bons films qui ont des courses-poursuites, mais qu'est-ce qu'on raconte avec ça? Voilà. Donc je trouve que c'est intéressant comme réflexion. C'est un aparté, pas une question, mais je me dis qu'on est loin de la réflexion sur la sobriété aussi, sur comment on conçoit et on tourne des films et des séries. Tu l'as évoqué au début, Magali, et je trouve que c'est intéressant cette question de... Moi, je suis assez sensible à cette notion de nouveau, il faut toujours être dans l'innovation. Alors, il paraît que la guide innove, je ne sais pas, mais il faut inventer des nouveaux imaginaires. Moi, je me pose aussi parfois la question de est-ce qu'il ne faut pas raviver certains imaginaires. On a un petit peu échangé avant cette table ronde. Il y a des mots que j'ai trouvé assez intéressants qui sont revenus. Hélène, tu parlais d'empathie. Magali, tu parlais de la place aussi de la peur, qui peut être vertueuse. J'aimerais bien vous entendre là-dessus et puis sur d'autres points si vous souhaitez en aborder d'autres. Il y a plusieurs questions dans ta question là. Ok. Alors sur la peur, pour évoquer le sujet. Avec On est prêt, on a lancé une campagne qui s'appelle Tu flippes, point d'interrogation. C'était en mai-juin et c'est un programme qui continue. Et le propre de ce programme, c'était de dire que si tu flippes, ça s'adresse aux jeunes, hein, si tu flippes, c'est complètement normal, étant donné la gravité de la situation, étant donné l'inaction des politiques à la hauteur des enjeux, étant donné la répression de ceux qui agissent. Tu n'es pas seul à flipper, on est des millions à flipper pour notre avenir, donc viens, on en parle. Et ensemble, on devient une force immense. Et le propre de ce programme, c'était de réhabiliter quelque part la juste peur, c'est-à-dire d'expliquer que la peur, c'est ce qui nous a permis, en fait, de survivre pendant des millénaires sur cette planète, que l'instinct de survie, c'est quelque chose de normal et de bienvenu, que la peur peut être une très bonne conseillère quand la menace est réelle. Là, la menace est sacrément réelle. Et donc, l'enjeu, c'est d'écouter ce que cette peur a à nous dire, afin aussi que cette peur nous permette de prendre les bonnes décisions et ne prenne pas toute la place. Parce que si la peur n'est pas écoutée et qu'elle prend toute la place, elle se transforme en panique. Et la panique, ça nous empêche de réfléchir et ça nous rend manipulables. Donc sujet au mouvement conspirationniste, confusionniste, etc. Donc tout l'enjeu, c'est d'écouter cette peur-là et puis de la remettre à sa juste place et d'écouter les autres émotions qui peuvent se passer, notamment l'éros, le désir de vivre, et reconnecter avec ça, avec cette grande famille, pour être en capacité de prendre les bonnes décisions, les décisions d'adaptation et non pas de maladaptation, parce que quand on a peur, on est souvent dans la maladaptation. Voilà. Donc on a mis un programme pour apprendre à prendre soin de soi, apprendre à prendre soin de soi pour prendre soin du monde. Donc en fait, c'est faire un lien entre l'écologie intérieure et l'écologie extérieure. Voilà pour le sujet de la peur. Et ton autre question, c'était le passé. Ouais. Alors, faut-il être uniquement dans le nouveau récit ou reprendre les deux? Moi, je pense qu'il faut vraiment apprendre à mixer entre ce qui a pu se faire dans le passé, ce qui se fait déjà en France ou ailleurs dans le monde, ce qui pourrait être fait différemment. Et en fait, c'est vraiment un mix de tout ça. C'est revenir à une forme de bon sens. C'est rigolo, ça. Je crois qu'il faut qu'on sorte. Hein. On attend. Ah bon, on attend. Ok, donc là, on se raconte tous le récit que rien ne se passe. C'est une belle métaphore. Non, ça va. C'est quand même une belle métaphore du dérèglement climatique. Hein. Ouais. On fait comme si on n'entendait pas l'alarme. Don't look up and don't go out. Ok. Je continue alors. Il est déjà parti aller voir. Hein. Bon. Tout est ok. C'est aussi ce qu'on cherche à nous faire croire. Hein. Très belle mise en abîme, merci. On n'aurait pas pu faire mieux. Ouais, et donc parmi les nouveaux ingrédients que moi j'aimerais inclure dans ces nouveaux récits,
c'est toute la connaissance du vivant. Enfin, pour moi, la clé, elle passera vraiment par là. Et certes, il y a plein de peuples qui l'ont développé. On parle souvent de la sagesse des peuples premiers, des peuples autochtones qui vivent en harmonie avec la nature. Sauf que ça, c'est pas adapté à notre culture et à notre territoire ici. Donc, je trouve ça super d'aller s'inspirer de ce qui est fait ailleurs, mais il y a vraiment un monde immense à découvrir sur ce sujet du vivant. Et d'ailleurs, il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Un monde immense de Ed Young, que j'ai acheté là, que je commence à lire, je suis super contente, et qui nous raconte comment les autres formes de vivants perçoivent le monde. C'est-à-dire, les abeilles, elles vont voir le tournesol, il va pas être jaune et noir, il va être jaune et mauve. Enfin, les crevettes, elles voient beaucoup plus de couleurs que nous. Enfin, je trouve ça vraiment passionnant pour apprendre à se décentrer et pour apprendre vraiment à créer des alliances avec ces autres manières d'être vivant, comme dirait Baptiste Morisot. Et pour moi, la clé, encore une fois, elle est vraiment là. C'est toute cette science occidentale-là, qu'on la mette au service de cette compréhension du langage des arbres, des rapports de diplomatie qui existent dans la nature et auxquels on se doit d'être à l'écoute pour, encore une fois, juste assurer notre survie de base, mais ensuite, pourquoi pas être plus heureux. Et ça, c'est des propos aussi qu'exporte beaucoup Corinne Morel-Darleux dans ses livres, dans ses romans, Là où le feu est l'ours, par exemple. Tout le mouvement du biomimétisme. Et c'est ultra réjouissant. Enfin, moi, c'est là où je trouve mes plus grandes bouffées de bonheur, vraiment, c'est quand je me retrouve au contact de... l'autre jour, j'étais à l'école de la mer en Méditerranée, on a étudié du plancton, mais franchement, si vous regardez du plancton en microscope, ça va changer votre vie. Et tous les gamins qui font ça, ça change leur vie. C'est fascinant. Voilà, donc je trouve vraiment que reconnecter à ces choses ultra basiques dont on a été complètement déconnecté. Aujourd'hui, on est tous et toutes des fleurs de bitume ici, je pense. Enfin, je pense qu'on passe plus de temps à marcher sur le bitume que sur la terre ferme. Enfin voilà, juste se réouvrir au vivant autour de nous et petit à petit apprendre à le comprendre, c'est la clé. Voilà. Et c'est ça qu'on peut insuffler dans les nouveaux récits. Et c'est intéressant parce que justement, je trouve que c'est ce genre de récit qui fait la passerelle entre le récit factuel et le récit fictionnel, parce qu'il y a une curiosité par rapport à ça, où tu peux raconter des belles histoires. Et il y a justement le mec de Netflix l'autre jour me parlait de ces histoires des arbres, de comment les arbres communiquent entre eux, et comment ils communiquent entre eux quand il y a un danger. Et une des choses qui m'avait le plus fascinée, c'était... quand ils doivent changer, quand une forêt, les forêts déménagent, parce que les arbres de la forêt sont là pour un certain climat, que le climat change, comme l'alarme le rappelle, et que du coup les forêts doivent changer de place pour rester viables. Et du coup elles gardent toutes leurs petites graines, et dès que le vent va dans la bonne direction, elles les lâchent toutes. Et du coup, comme ça, c'est pareil, c'est pas des choses qui se font sur un an, mais c'est du long terme, de petit à petit, les forêts se déplacent. Et je trouve que c'est vraiment fascinant, et que c'est vraiment des récits de fiction que j'aurais envie de lire si on me racontait l'histoire de cette forêt, de comment, comme quand j'étais petite et que je lisais Les Fourmis de Bernard Werber, qui était aussi un bon exemple de décentrement, décentrage. Et pour répondre à ta question, Ingrid, ce qui est intéressant, alors notamment dans les récits pour enfants, c'est qu'il y a une grande... ça reste les mêmes récits, c'est-à-dire qu'il y a une transmission de génération en génération sans que les récits bougent beaucoup. Et je pense que c'est justement parce que les récits ont beaucoup cette fonction de cristalliser, ou de catharsiser plutôt la peur des enfants. Et notamment la peur du loup. Et j'entends parfois des gens qui disent peut-être qu'on pourrait arrêter de parler de loup tout le temps parce que ça fait peur aux enfants. Mais en fait, la peur existe de toute façon. Et les récits sur le loup permettent d'avoir un objet. Comme les gens qui sont... Moi, j'avais une copine qui était extrêmement phobique des souris, et en fait, c'était aussi une manière de cristalliser. C'est-à-dire qu'on est conscient qu'il y a un problème, que le mal est là, que ça existe, et donc ça permet de le mettre sur une figure. Et je trouve ça intéressant, justement, d'accepter cette peur. Je trouve que le rôle des récits, et aussi exactement ce que tu disais sur d'autoriser les gens à dire tu ressens cette peur et c'est normal et on va en parler
dans la mesure du possible, on va en trouver des solutions, mais il n'y a peut-être pas de solution. Enfin, en tout cas, sur la peur du loup. Voilà, après, je me souviens plus ce que je disais sur l'empathie, mais sûrement des choses très intéressantes. C'était très intéressant, mais de toute façon, on va ouvrir les questions à la salle. Moi, j'ai encore plein de questions, je pourrais continuer 1 heure, mais ce serait bien aussi de vous entendre, si vous voulez. Ouais, Laurent, tu te lèves Oui, alors c'est pas ma question, mais comme on vient juste d'en parler, La peur du loup, ça m'évoque le film Wes Anderson, Fantastic Mr. Fox, où la figure du loup est complètement réhabilitée et mythifiée, et c'est pas la peur, mais c'est quelque chose de l'au-delà, du mystérieux, et je trouve ça très intéressant la façon dont c'est utilisé. Et puis ça me fait également penser à ce que disait Spielberg à propos de son film Les Dents de la Mer. Donc il regrettait que finalement ça avait causé indirectement le massacre de milliers, peut-être de millions de requins, parce qu'il a ancré cette image du requin menace, alors que en fait c'est plus les requins les victimes que nous dans cet affrontement de millénaires, ou en tout cas pas si millénaire que ça, peut-être depuis les années 70 avec les requins. Voilà, et c'est pas ma question. Donc ma question c'est plutôt à Hélène, puisque elle a cité tout à l'heure à la Maison Blanche, West Wing, et finalement, je suis devant la caméra. Elle a cité à la Maison Blanche, et à la Maison Blanche, finalement, la grande nouveauté de la Maison Blanche, c'est de prendre la politique et de faire un récit avec. C'est-à-dire qu'avant, le monde politique était utilisé dans les fictions. Il y avait des films où il y avait des présidents américains comme Bartlett, mais c'était toujours de l'arrière-plan. C'était un décor, parce que la vraie histoire, c'était une histoire sentimentale. Il y a un film français qui se passe à l'Élysée dans les années 70 ou 80, j'ai plus le nom. C'était une histoire policière, un complot, etc. Mais le cœur du sujet n'était jamais la politique. Et finalement, à la Maison-Blanche, a démontré qu'on pouvait faire une fiction dont le ressort principal est la politique et les histoires sentimentales. Il y en a un petit peu, mais elles sont clairement à l'arrière-plan, parce que y a des épisodes, sur un thème qu'on aurait quand même eu du mal à imaginer auparavant. Comment faire passer un projet comment ça s'appelle, le grand projet d'Obama, c'était de faire une assurance sociale, Obamacare. Bon, ça a déjà été imaginé avant qu'Obama le fasse. Ça a été imaginé, c'était un thème quand même assez aride comme thème a priori. Il a fait un suspense là-dessus à Aaron Sorkin. Voilà. Donc finalement tout est possible. Tout est possible, et peut-être que des sujets qui paraissent effectivement un peu soit arides, soit anxiogènes, et qu'on a du mal à aborder frontalement, comme les sujets de l'environnement. Alors, on peut les aborder frontalement, mais sur le thème du film d'horreur ou du film dystopique. Hein, mais voilà. Donc, il y a matière à histoire. Alors, je ne sais pas si... Je pense, c'est pas vraiment une question, hein, je me rends compte de ce que j'ai dit, mais je sais pas, j'espère que ça va te donner l'occasion de rebondir, peut-être. Pardon, excuse-moi Hélène. Juste, on est assez tenu par le temps. Il faut ensuite qu'on enchaîne vraiment à 11h pile. Alors, peut-être on peut recueillir les questions si c'est OK. Et comme ça, vous... Voilà. Moi, j'ai une question pour Magali. Tu étais censurée tout à l'heure quand tu as commencé à parler de l'extrême droite. Mais moi, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Et je vais essayer d'être claire, mais en gros, j'ai plein de sous-questions. La première, c'est, là, on s'est beaucoup parlé du récit, des nouveaux récits, etc. Mais j'aimerais bien quand même avoir rapidement une mécanique, selon toi, des deux autres récits. Comment ils fonctionnent, le récit business as usual, et le récit technosolutionniste. Ma deuxième question, c'est du coup que là, bon, on est quand même dans un certain entre-soi où on se dit tous, oui, c'est très bien ces nouveaux récits, mais la réalité, c'est que il y a quand même l'extrême droite qui est au pouvoir de la plupart des pays, y compris en Europe en ce moment. Avec, là je pense à l'Argentine, 55% des voix quand même pour un président qui n'est pas du tout dans le partage de nos idées que nous sommes en train de...
Et donc du coup, je pense que une des critiques qui est souvent adressée à ces nouveaux récits, c'est le côté qui peut être un peu caricatural pour d'autres qui ne partagent pas ces idées. Et donc du coup, avec ton analyse de ce que pensent les autres qui ne pensent pas comme ça, comment est-ce qu'on peut justement éviter cet écueil un peu bisounours aux yeux de certains pour cet aspect des nouveaux récits. Voilà. Bonjour, merci. Hélène, vous avez parlé un moment de l'influence de la fiction sur le réel. Et en fait, ça m'a fait penser à la série Brooklyn Nine-Nine, qui avait été à un moment critiquée parce que certains considéraient qu'elle dépeignait une vision de la police beaucoup trop heureuse, joyeuse, alors que aux États-Unis notamment, elle est assez a priori dure. Est-ce que c'est un élément que vous, dans votre activité de scénariste, vous prenez en compte? Et un autre angle, est-ce qu'en réalité, c'est pas la vision qu'on aimerait voir dans le réel, que l'on voit dans la fiction, mais qu'on aimerait voir dans le réel, à laquelle on ne devrait peut-être pas s'opposer, mais peut-être militer pour? Voilà. Oui, moi j'ai une petite question. Je ne sais pas si c'est une vraie question non plus. Parce que je suis frappée par le discours, notamment la formation. Enfin, l'idée, c'est d'amener les gens, par un récit, à penser quelque chose. Et moi, je voudrais vous demander, est-ce que vous ne pensez pas que ce qui est encore mieux, c'est d'amener les gens à penser par eux-mêmes et leur apprendre à être plus libres et pas leur dire, même si c'est fait de façon talentueuse, astucieuse, intelligente, merveilleuse, tout ce qu'on veut, est-ce que ce ne serait pas encore mieux quand même de leur apprendre cette liberté? Oui, je suis d'accord avec vous, madame. Non, mais l'enjeu, il est complètement là. Et nous, ce qu'on essaye de faire avant tout, c'est de porter le message des scientifiques. Ça, c'est méga factuel. Malgré tout, ils ont besoin, en fait, ils lancent l'alerte et ils ont besoin que ça soit entendu. Et ce qu'on souhaite faire aussi, c'est mettre en place des espaces démocratiques où les gens apprennent à penser par eux-mêmes et de manière collective. Donc je suis méga d'accord. Après, sur le sujet de l'extrême droite, je pense pas que je vais réussir à détailler la réponse aux deux questions, si ce n'est que tout l'appareil, depuis la Seconde Guerre mondiale, l'appareil culturel, médiatique, il va dans le sens de... ça a été un énorme projet politique, la consommation, un monde basé sur la consommation qui nous rend heureux, et aujourd'hui c'est tout ça qu'il faut repenser. Et sur le sujet de l'extrême droite, ils sont quand même très très forts en communication. Là, je suis en train de lire pas mal de bouquins, notamment Les Ingénieurs du Chaos, que je vous recommande, qui montrent leur stratégie de communication, à commencer par l'Italie, qui est souvent le pays laboratoire de ces idées-là. L'enjeu aujourd'hui face à ça, on est vraiment dans une bataille culturelle sur laquelle eux sont méga offensifs. On le voit avec Bolloré, qui rachète tout un empire médiatique dans cet objectif. Là, achète, c'est potentiellement réécrire les manuels d'histoire. Et donc, dans cette bataille culturelle-là, je pense qu'il y a vraiment nécessité à se coordonner, à mettre en place une stratégie commune, et notamment une stratégie autour des mots. Et le récit Nouveau Monde, ou écolo, entre guillemets, je mets des gros guillemets, parce que je pense que il doit dépasser largement le cadre des écolos. C'est-à-dire qu'il y a un récit de bon sens, un projet de société qui peut émerger massivement et qui doit être un projet collectif, commun, transverse. Et là où les écolos ont été assez mauvais, c'est que il y a eu beaucoup de sonnettes d'alarme tirées, pour tirer le fil, la métaphore, et pas assez de solutions. Proposées. Ce que fait l'extrême droite quand ils apportent des solutions très simplistes, quand il y a un homme ou une femme providentielle qui va tout régler parce que le problème c'est l'immigration, et si on règle l'immigration, décidément. Ok. Ça c'est la deuxième alerte extrême droite, après l'alerte climat.
s'en est sorti pour la première, merci pour ce petit brin d'espoir. S'en sortir à temps pour la deuxième, je ne sais pas. Ouais, ça réagit à des mots-clés. Enfin, voilà, ma croyance quand même, c'est que si on perd la démocratie, on perd tout le reste. Enfin, je veux dire, toutes les autres batailles sont perdues. Donc, il y a un énorme enjeu autour de 2027, sachant que les 3 derniers sondages donnent Marine Le Pen. Maintenant, on est enfermés, j'adore. Moi, j'adore pas, perso. Tout va bien. Bref. Donc les 3 derniers sondages donnent Marine Le Pen gagnant de premier tour et deuxième tour. Le Parlement européen là, risque fortement de basculer extrême droite parce que l'extrême droite est à plus de 15-20% dans la moitié des pays d'Europe. Donc il y a une réelle menace. Et donc l'enjeu là, c'est vraiment, je pense, de construire un projet collectif, un discours collectif qui apporte des solutions et qui donne envie. Enfin, qui montre plutôt en quoi c'est réjouissant. Et je fais attention quand je parle de ce nouveau projet de société, je dis pas le rendre sexy, je dis montrer en quoi il est sexy et désirable. Voilà, c'est une différence importante pour ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, moi je pense que là je vais essayer de mettre en place des espaces de synchronisation de divers écosystèmes dans cette optique. Merci beaucoup. Alors je vais répondre par la dernière question en premier parce que c'est la plus facile. Oui. Je pense qu'en effet le rôle quand je parle de propos et de thèmes en série, c'est souvent exactement ça qu'on essaye de faire, c'est c'est vraiment très drôle. Là ça rajoute un récit, vous voyez. Technique. Donc quand on parle de propos, c'est souvent cette idée-là de poser une question, de dire est-ce que quelque chose, et non pas c'est comme ça, mais de dire est-ce que c'est comme ça ou pas, et d'avoir le pour et le contre. Par exemple, sur ma série sur la brigade des mineurs, donc qui sont des policiers, donc ça répond exactement à ta question. On essaye justement de pas avoir des policiers idéaux, parce que on veut pas ça. Très consciemment, et donc on a des vrais policiers où il y en a qui sont sympas, et il y en a une qui est, et ça c'est basé sur des vrais gens qu'on a rencontrés, des vrais témoignages qu'on a lus et tout. Il y en a une donc qui travaille à la brigade des mineurs et donc qui recueille les histoires, encore une fois, de les affaires de viol et de pédophilie, et qui ne croit pas aux affaires de viol, parce qu'elle dit 8 fois sur 10 les affaires de viol ça ne tient pas, et c'est beaucoup des femmes qui font ça pour nuire à leur mari, pour des questions de garde alternée, etc. Pour nous, évidemment, idéologiquement, c'est extrêmement problématique, mais on peut pas non plus faire comme s'il n'y avait pas des gens qui pensaient ça. Donc, ce qu'on fait dans la série, c'est qu'on met cette femme-là pour montrer ce que c'est, ce qu'on pense dans la police, enfin ce que certaines personnes pensent dans la police, et on montre que ses propos créent le débat. Donc, il y a aussi des gens derrière. Donc, quand elle renvoie une victime de viol en disant c'est une victime musulmane, et les musulmanes, elles n'assument pas d'avoir perdu leur virginité, donc elles préfèrent inventer un viol que de dire ça à leur famille. Donc là, il y a quand même des gens qui disent c'est quand même un petit peu abusé que tu la renvoies chez elle, voilà. Donc d'avoir ce double discours-là, parce que c'est en ayant le double discours que chacun peut se former sa propre opinion. Et pour répondre sur West Wing, il me semblait que je voulais dire un truc aussi sur l'extrême droite, mais je me souviens plus ce que c'était. Bon. Et sur West Wing, oui, je pense que c'est le grand talent d'Aaron Sorkin, c'est que c'est une série sur la politique, mais c'est quand même surtout une série de personnages. C'est-à-dire que si on s'intéresse, alors je me souviens plus de leur traitement du Obamacare, enfin ou du Bartlett Care, mais je me souviens qu'il y a un épisode par exemple où ils expliquent ce que c'est. J'ai oublié comment ça s'appelait, mais il y a une technique d'obstruction américaine qui est que tant que tu es en train de parler, tant que tu prends la parole à l'Assemblée, personne ne peut te dire d'arrêter de parler. Et que donc pour empêcher, ce serait génial si on avait ça en France, et donc pour empêcher une loi de passer, il suffit de monter sur le sol de l'Assemblée et de parler jusqu'à voilà. Et donc il y a des gens qui montent avec un livre de recettes de cuisine et qui lisent les recettes de cuisine une par une juste parce que c'est de l'obstruction. Bref, et donc, mais le biais, donc déjà ça c'est marrant comme histoire. Et le biais pour rentrer dans cette histoire, c'est CJ, la press secretary, qui doit rentrer chez elle pour, je sais plus si c'est Thanksgiving ou Noël, et elle peut pas parce qu'elle est obligée d'attendre la fin de ce projet de loi. Et donc toute la voix off pendant cet épisode, c'est elle qui explique à ses parents pourquoi elle peut pas rentrer. Et donc il y a quand même une très grande fictionnalisation, et ce qui nous intéresse, c'est ces récits de ces personnages-là. Moi, toutes les scènes dont je me souviens de West Wing, c'est pas tellement les questions de fond,
peut-être que ça dit plus sur moi que sur West Wing, mais c'est justement CJ dont on découvre au détour d'un épisode qu'elle a une danse qui s'appelle, je sais plus comment, mais tout le monde lui demande « fais ta danse », et donc le soir, donc l'épisode se termine par elle qui fait sa danse, ou le fait que son surnom des gens de la sécurité, c'est Flamant Rose. Donc elle dit à tout, mais moi je suis Flamant Rose, tu le savais toi, c'est quoi et tout, voilà. Donc c'est toutes ces petites choses-là, et ces petites trouvailles sur les personnages. Toby Ziegler qui envoie la balle parce qu'il trouve quand il n'a pas d'inspiration, qui font que c'est une série intéressante, je trouve, au-delà de la politique. Voilà. On va devoir s'arrêter là, mais merci. Enfin, je tiens vraiment à vous remercier toutes les deux parce qu'on a vraiment eu des réflexions plus méta et aussi des conseils un peu plus pratiques. Et c'était passionnant. Je pense qu'on aurait bien aimé tous vous poser plus de questions, mais voilà, on est tenu à un timing très rigoureux. Merci infiniment à toutes les deux. Merci à toi de votre participation, d'avoir animé le débat.